Est-ce que ça fonctionne? Mais oui, ça fonctionne. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être avec nous. On laisse encore entrer quelques personnes dans la salle et on va commencer cette table ronde. Alors évidemment, vous vous dites tous et toutes, ça y est, la grande librairie débarque à Vincennes. Mais non, je change de casquette et j'enfile la casquette America. La casquette du festival, mais surtout et aussi la casquette du journal, puisque c'est ça qui va nous rassembler aujourd'hui, du Festival America au MOOC America, ce journal que vous pouvez découvrir et que vous avez sans doute déjà, pour beaucoup d'entre vous, découvert. Et merci de votre soutien. C'est un journal 100% indépendant, sans publicité, fait par des journalistes. Il n'y a pas de patron qui vend des armes derrière, ou des téléphones portables, ou autre chose. Et ça parle de l'Amérique. Et pour en parler, pour comprendre les liens entre le festival et un journal, nous avons eu envie de discuter avec trois écrivains, trois romanciers, qui pour nous comptent énormément dans le paysage des jeunes romanciers. Et je vous demande de les accueillir. Voici Laura Kasiski, Gabriel Talent et Colson Whitehead. Accompagnés par Sophie, Mona et Marie, qui sont leurs voix françaises, leurs interprètes, et par mon ami Julien Bisson, qui est le rédacteur en chef de la revue America. Laura. Alors je vais arrêter de faire le pitre avec une casquette que vous pouvez retrouver par ailleurs. Je fais un peu de promotion, hein, pardonnez-moi, mais enfin Francis Geffard m'a dit tu peux, t'as le droit, vas-y, profites-en, c'est ton jour, amuse-toi. Donc que vous retrouverez sur le stand America, où les numéros seront et sont évidemment disponibles. Pour vous dire en deux mots de quoi il retourne aujourd'hui, c'est très simple. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'élection de novembre 2016, mais surtout du bruit qui avait entouré cette élection. Et vous avez vu, notamment en France, mais je crois que c'était la même chose aux États-Unis, il y avait ce qu'on appelle des experts. Vous savez, des gens avec des chemises blanches ou vertes, qui ont un avis sur tout. Comme disait Coluche, ils ont surtout des avis. Et qui nous disaient, Donald Trump ne peut pas être élu, c'est impossible. C'est impensable. Alors il nous le disait 6 mois avant l'élection, il nous le disait 3 mois avant l'élection, il nous le disait même le jour de l'élection. Certains le disaient même 1 heure avant les résultats, et on a vu que les experts, les mêmes qui nous avaient expliqué que le Brexit, ça ne marcherait pas, que Marine Le Pen au 2e tour, mais non, vous n'y pensez pas, les mêmes nous disaient donc que Donald Trump ne pouvait pas être élu. Alors c'est pas très grave, d'autant qu'à côté, quand on lit les romanciers, non pas les experts, c'est-à-dire ces gens qui vont du côté de la fiction, on s'aperçoit que les choses sont plus complexes, que ce qui est décrit, c'est une Amérique qui ne ressemble pas à celle des experts. Une Amérique dont la complexité, justement, nous interroge et où, au lieu d'avancer avec des certitudes, on avance avec des questions. Et on s'est dit, avec Julien et avec quelques amis journalistes, dont Éric Fotorino, qui est l'ancien patron du Monde et le patron de l'hebdomadaire Le 1, et si on demandait aux romanciers de nous raconter, pendant les 4 ans que va durer cette mandature, ce qui se passe. Non pas juger, non pas railler, vous savez, c'est très à la mode, hein, ce cynisme qui consiste à se moquer de tout et de tout le monde, et puis se tromper, mais essayer de comprendre. Et donc voilà comment est né le magazine America, 200 pages, tous les 3 mois, avec uniquement des romanciers pour raconter, avec leurs mots, et on va y revenir justement, les mots du romancier et de la fiction, pour nous raconter un pays. Voilà. Je dois dire que beaucoup d'entre eux ont accepté spontanément, dès le premier numéro, Toni Morrison, Colin McCann, Paul Auster, Richard Ford, tout un tas de gens comme ça qu'on avait sollicités, qui nous ont dit oui, on y va, et on vous donnera des contributions. Et puis, très vite, Colson, et puis ensuite Laura, qui ont accepté d'écrire, et Gabriel, qui, comme vous le savez, a été un peu lancé aussi, en tout cas, par le journal. Et voilà pour la genèse de ce MOOC, et je les remercie
encore une fois, d'avoir accepté d'écrire. Alors, vous trouvez évidemment Gabriel dans le, dans le dernier numéro. Colson, je crois que c'était dans le numéro 2, et Laura, numéro 4, si ma mémoire est bonne. Voilà. Peut-être un mot avec Laura Kaczynski, qui nous a offert un formidable article pour America. Pourquoi, Laura, avez-vous accepté, comme romancière, d'écrire une tribune pour raconter l'Amérique que vous voyiez? Vous qui, je le rappelle, enseignez à Ann Arbor, dans le Michigan. Et alors, vous êtes de plus en plus connu en France. Les lecteurs aiment aussi bien votre poésie que vos romans. Thank you. For the same reason that I'm here, I am very admiring of the whole idea and the project of the journal, and I was very flattered to be asked, and I also found it to be an interesting challenge because I don't write nonfiction, and I don't I have no eloquent political thoughts. Unfortunately, my knowledge of basic history, I missed that course in high school, I guess. So my son had to tell me that Eisenhower had once been a president because I didn't know that about Eisenhower, although I'd heard the name. So I thought, well, what would I do? And I found it interesting to try to express in scenes and what I think are maybe letters, some sense of atmosphere in America in answer to your, invitation to do that. So. Merci pour cette introduction. Eh bien, j'ai choisi d'écrire pour ce magazine pour la même raison que je suis ici aujourd'hui, parce que j'étais tout à fait admirative de l'idée, du projet, et j'ai été très flattée qu'on me contacte et qu'on me propose d'écrire un article. J'ai trouvé que c'était un défi tout à fait intéressant. Alors moi, je n'ai pas l'habitude d'écrire de la non-fiction, et je n'ai malheureusement pas de pensée politique éloquente. Je suis complètement nulle en histoire, j'ai pas dû me concentrer assez au lycée, et c'est d'ailleurs mon fils qui m'a appris que Eisenhower avait été un président des États-Unis. Donc c'est pour vous dire, j'ai trouvé l'idée très intéressante, cette idée d'exprimer et de décrire en quelque sorte une atmosphère, l'atmosphère d'un pays à travers des scénettes. Quand on a discuté pour la première fois, je vous ai proposé, Laura, cet exercice. Vous m'avez expliqué que vous viviez dans le Michigan et que c'était un État où justement Donald Trump avait reçu énormément de voix et que par conséquent vous connaissiez forcément des électeurs de Donald Trump et qu'il vous était difficile d'écrire aux États-Unis sur eux et qu'il était peut-être plus facile de le faire dans un magazine français ou dans une revue française. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Maintenant que vous avez fait ce texte, est-ce que vous avez toujours cette difficulté à écrire sur la situation politique de votre pays au sein même des États-Unis? Well, I haven't been invited to speak for my country in my country, so I don't really have to face that issue a great deal. I would say that so much is so polarized now that I wouldn't be frightened to write about anything, but it is an odd situation to have some of the feelings I have, and probably not unlike many of the other writers here. I come from a long line of working class Democrats many of whom have had children who are my cousins, who worked and who thought they would have similar lives, worked in factories that are now closed in Michigan, and we don't talk about politics. I listen to them, but I don't talk to them about it.
So I guess because part of this panel was about, well, what can writers do? I would say that probably I am not one of the writers who will be doing much more than writing some poetry that may be influenced by my time and place, but I am not sure that I will be someone influencing my time and place. I hope one of you two will take care of that for me. Alors, il se trouve que je n'ai jamais encore été invitée à faire ce même exercice aux États-Unis pour parler de mon propre pays. Donc, je n'ai pas eu à faire face à ça. Mais je dirais néanmoins que la situation est si polarisée aux États-Unis que je me retrouve dans une situation très étrange, avec une opinion qui est difficile à exprimer. Non pas que j'ai peur d'écrire quoi que ce soit, mais pour vous expliquer un peu la situation. Donc, effectivement, j'habite au Michigan et je viens d'une famille de classe ouvrière, démocrate, et j'ai des cousins qui ont eu des enfants qui auraient suivi le chemin de leurs parents et qui seraient allés travailler dans les usines si les usines n'avaient pas fermé. Donc ça, c'est juste pour vous donner un petit peu le contexte. Alors, en général, on ne parle pas de politique. Bon, parfois, j'écoute mes cousins, mais en tout cas, moi, je ne m'exprime pas. Et donc, pour revenir à la question de ce que les écrivains font pour parler de leur pays, pour parler d'une situation, je dirais que moi, personnellement, je me contenterais sans doute d'écrire des poèmes et des textes qui, effectivement, parlent de mon temps, de mon époque, mais je ne serai sans doute pas un de ces écrivains qui influencent une génération. Peut-être que mes deux collègues ici le feront. Colson Whitehead, de votre côté, peut-être que vous avez... Ouais. Je voudrais juste dire que je ne suis pas d'accord. Je pense que Laura va influencer beaucoup plus qu'une génération. Mais ça... Colson Whitehead, de votre côté, vous-même, vous avez publié un roman il y a maintenant 2 ans, The Underground Railroad, qui est paru l'année dernière chez Albin Michel, qui est un roman qui a lancé un incroyable débat de société aux États-Unis et qui a fait beaucoup parler ici en France aussi, qui a reçu le prix Pulitzer et le National Book Award. C'était plus arrivé depuis 25 ans qu'un même roman remporte ces deux récompenses. Vous avez été amené à la suite de ce roman à parler énormément justement des États-Unis et de l'histoire américaine, puisque The Underground Railroad, si vous ne l'avez pas lu, parle de la question de l'esclavage, de l'histoire de l'esclavage aux États-Unis. Quel est, selon vous, justement, le pouvoir des écrivains? Est-ce que la voix des écrivains porte aux États-Unis aujourd'hui? I'm not sure if fiction writers have the same impact on society that we had in the past. I mean, I know that Uncle Tom's Cabin is still taught a lot in Europe, and that was a novel that came out in the middle of the 19th century, and it was a political tract. It served to teach the North about the atrocities of slavery in the South. If you take a book like The Jungle by Upton Sinclair, that exposed corruption in the meatpacking industry and led to a lot of early regulations on food distribution, and that was in the early part of the 20th century. I'm not sure American novelists have that same function that they do in Europe. I think in Europe, if you're an intellectual, you're supposed to take to the op-ed pages and describe what's going on. Personally, if I'm going to ask a fiction writer for advice, it's usually about the best allergy doctor or mortgage broker. I know what most of my friends think, and it would never occur to me to read something written by one of my sort of writer friends on the political scene. We all sort of agree. We're all in this sort of beleaguered left, trying to figure out what to do next. Je ne suis pas sûre que les écrivains aient le même impact sur la société qu'ils l'avaient par le passé. La cabine de l'oncle... Oui, la cabine. La case, pardon. C'est aussi une cabine. La case de l'oncle Tom était enseignée au nord pour le convaincre des pratiques d'esclavage au sud. C'était
espèce de brûlot qui est utilisé dans l'enseignement. Plus tard, il y a eu le roman d'Upton Sinclair sur la corruption dans le milieu de la boucherie. Et ça a permis à ce que soient mises en place des réglementations dans l'industrie de l'alimentation. Cela et la case de l'oncle Tom avait quand même permis un éclairage sur l'esclavage qui, à l'époque, était plus juste que la vision qu'on en avait. Cela étant dit, ce n'est pas qu'en Europe où les intellectuels sont tenus à commenter l'actualité politique et internationale. Moi-même, je ne crois pas que je demanderai un conseil politique à un auteur. En fait, un de mes amis auteurs, je vais lui demander qu'est-ce qu'il me recommande contre les allergies ou pour négocier mon hypothèque sur ma maison. Et je pense que nous tous, amis écrivains, voilà, on appartient à un courant de gauche et on le sait et on n'échange pas de conseils. Alors, effectivement, Colson dit quelque chose de très intéressant. Peut-être sommes-nous sortis aux États-Unis de l'époque où il y avait des intellectuels comme en France. Vous savez, ceux qui, jusqu'aux premières années du XXIe siècle, agitaient le débat. Norman Mailer, Susan Sontag, etc., Gore Vidal, qui avaient aussi beaucoup d'idées. Nous, ce qui nous intéresse dans ce journal, dans ce magazine America, ce n'est pas les intellectuels, ce n'est pas les gens qui ont une opinion politique, ce n'est pas ceux qui, parmi les écrivains, pourraient avoir une idée sur la politique, mais ces écrivains qui vont nous montrer, qui vont nous raconter, faire du storytelling, comme on dit, sur ce qu'ils voient. Et finalement, c'est vous, le lecteur, qui apportez le jugement, politique ou pas, sur ce que vous avez lu. C'est une autre forme d'engagement, je crois, qui est très puissante, très importante, qui unit le lecteur à l'écrivain. Et Gabriel, on en a déjà parlé tous les deux de ce que le storytelling pouvait faire de plus que l'engagement politique. Comment définiriez-vous, on va se vous voyez, le pouvoir de l'écrivain, du romancier pour raconter le monde, sans passer par la case idéologie et la case politique? I had this vivid experience as a young man in college of reading the interviews with Michel Foucault. And I can't remember what interview it was or what he was being interviewed about. But the interviewer was pressuring him to weigh in on another subject. And Michel Foucault refused and said, well, this is something I would talk about with my friends or around a table. I will not talk about it with you because I am not a universal intellectual. I have studied things and I want to speak narrowly about what I've studied and don't want to speak about things I haven't yet studied. And I always thought that was an admirable reserve to cleave to what you know. And I have always felt that I don't understand politics. But at the same time, I believe that novels, the stories a culture tells itself, influences all of our institutions. I believe that. I think it's debatable, but I believe that. And I have always felt that as a storyteller, my job is to make other people who may seem very foreign to us more visible, to expose a common human dignity and innocence. This is more important to me than politics. Politics being the science of what is possible, I am interested in showing human dignity. Je commencerai par une petite anecdote que j'ai vécue quand j'étais étudiant et je me souviens avoir écouté les entretiens de Foucault avec un journaliste et le journaliste ne cessait d'essayer de le faire parler d'autres choses
Et Foucault résistait. Et il a fini par dire je ne suis pas un intellectuel universel, je refuse de parler de choses que je n'ai pas étudiées et je n'ai pas d'avis sur tout. Et moi, je pense, j'ai trouvé cette réponse admirable. Et moi, je pense que je ne comprends pas grand-chose à la politique. En tant que romancier, ma priorité, c'est de raconter des histoires dont le but sera d'influencer les perceptions du monde par les lecteurs. Ma tâche à moi, c'est de donner la visibilité à l'innocence et à la dignité humaine. I am the child of lesbians, and my family faced a lot of prejudice growing up. Human dignity for me is a political question, but isn't precisely politics. En tant qu'enfant d'un couple lesbien, j'ai été confrontée aux préjugés très très souvent, et pour moi, la dignité est une question politique, pas une question de politique. Est-ce qu'on peut dire justement que vous trois êtes réunis par le même but, c'est-à-dire raconter des choses et ce faisant, en réalité, nous tendre un miroir de ce qu'est l'Amérique, c'est-à-dire non pas avoir un discours politique sur l'Amérique, mais la raconter et faire en sorte qu'on comprenne les questions qui agitent ce pays. Laura ? I would say that I never have written anything with a purpose in mind. When I write, my process is very, associative, and I have a feeling or a sense that I'm following something. But when I'm actually, it's maybe something I should rethink once in a while, but when I'm writing, I never think to myself that anyone will ever read it. It's just something I'm doing for myself, and no one will ever read this but me. So apparently, I don't have a purpose. I write, I take it in the world as I see it. I think my subconscious is prodding me along, but that's certainly not going to add a lot to the political discourse. Vous n'en avez pas besoin non plus. Alors, personnellement, je n'ai jamais écrit quoi que ce soit avec un objectif précis en tête. Mon processus d'écriture, il est plutôt par association. Donc souvent, ce qui arrive, c'est que j'ai une intuition et je me contente de la suivre. Alors peut-être qu'il faudrait que je me remette en question, mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Et quand j'écris, très souvent, je me dis que personne ne lira jamais ce que je suis en train d'écrire. Donc quand j'écris, c'est vraiment uniquement pour moi. Donc apparemment, je n'ai pas d'objectif. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que quand j'écris, c'est vraiment, je prends les choses telles qu'elles me viennent. Je pense que quelque part, mon subconscient me guide au travers de mon processus d'écriture, mais en tout cas, ça n'ajoute pas grand-chose au discours politique. No, I don't think a story is exactly a mirror, because you're not just trying to reduplicate life. With a story, you have something you want someone else to see. I think Kafka said a story should affect us like disaster. It should be an axe for the frozen sea inside of us. And I've always loved that idea that we are shut off in some way, some crucial way, and a story should be disastrous for us. It should grieve us, and it should change the way we see the world. A story should fuck you up. A story should be terrible and should take a toll on you. Je ne crois pas qu'une histoire puisse être vraiment un miroir et qu'elle ait pour seule fonction d'être un reflet de la vie. C'est Kafka qui disait qu'une histoire doit nous affecter comme un désastre. Elle doit être une hache qui vient briser la mer de glace que nous portons à l'intérieur. J'adore cette idée que l'histoire doit se frayer un chemin jusqu'à la sensibilité de l'autre. Une histoire, elle doit vous foutre en l'air. Elle doit aller chercher ce qu'il y a de plus profond chez vous. Colson Whitehead.
Yeah, I guess for me, I write about a lot of different things, you know, depending on the book. Sometimes I take on a project to figure out something about myself. Sometimes I try to figure out how the world works, and hopefully by the last page, I know a bit more about how I feel about things than I did in the first page. A personal book like Sag Harbor, which I wrote 10 years ago, is about being a teenager and identity formation, and doesn't have that, you know, that sort of social critique that's in some of my other novels. And I think what I like about switching topics is that if I keep writing books, I can address different things I'm interested in. In terms of, you know, I think The Intuitionist, my first book, John Henry Days, and The Underground Railroad, most recently, do sort of tackle issues about race and history and capitalism and social class. And again, that's present in some of my books and sometimes not. I think with The Underground Railroad, which I was writing, you know, before Trump, you know, circumstances in the country changed my interpretation of the book. It came out 3 months before he was elected, and I had written a novel about white supremacy, slavery, in terms of how it's intermeshed with capitalism, and then we elected an uber capitalist who's also a white supremacist. And so while I was writing it, not so much trying to address contemporary society, it ended up reflecting some of the forces that shape what's going on right now. J'écris sur beaucoup de sujets différents. Quelquefois, un projet m'aide à me comprendre. Quelquefois, c'est une tentative de mieux comprendre le monde. Et quand j'arrive à la dernière page, j'en ai une appréciation un petit peu meilleure. Par exemple, ce roman Sag Harbor que j'ai écrit il y a une dizaine d'années explorait ce que c'est que d'être adolescent et de construire son identité. Il n'avait que très peu d'aspects sociaux dans ce roman-là. Une des raisons pour lesquelles j'aime changer de sujet, c'est de pouvoir me poser différentes questions. 2 romans, L'Intuitionniste, que j'écris il y a déjà quelque temps, et puis Underground Railroad, parlent tous les deux des questions de racisme, de l'histoire, du capitalisme, des questions de classe sociale. Ce sont tous des sujets qui m'intéressent, qui sont présents dans certains de mes livres, pas forcément dans tous. En ce qui concerne Underground Railroad, j'ai commencé à l'écrire avant l'élection de Trump et avant même la campagne. Donc, je pense que mon écriture a été affectée par l'élection de Trump. J'écrivais ce roman qui parlait de la suprématie blanche, de l'esclavage et du capitalisme et du lien entre ces 3 mouvements. Et ce qui s'est passé, c'est que notre pays a élu un président qui est un uber-capitaliste et qui est un suprématiste blanc. Donc, ce roman Underground Railroad a fini, presque malgré lui, par être un reflet de l'Amérique d'aujourd'hui. C'est très important ce que vous dites, Colson, parce que c'est justement pour ça qu'on fait appel, nous, aux écrivains. C'est parce que nous avons la conviction que les écrivains il leur manque une peau, et ils sont davantage à l'écoute de l'air du temps, ils sont davantage capables de pressentir ce qui peut se passer et arriver à lui donner du sens, parfois même sans le savoir, parfois même de façon inconsciente, mais en lisant leurs textes, on comprend mieux l'époque dans laquelle on vit. Et c'est très intéressant dans Underground Railroad, c'est que quand vous lisez le roman, on suit l'histoire de cette Cora, cette jeune fille qui échappe à la plantation où elle est retenue comme esclave depuis sa naissance, et elle va prendre ce Underground Railroad. Donc, dans l'histoire, l'Underground Railroad est un système de réseau clandestin pour faire échapper les esclaves, et dans le roman, Colson Whitehead a imaginé un véritable chemin de fer souterrain, et dans lequel ensuite elle va traverser plusieurs États qui n'ont rien à voir a priori avec la véritable histoire. Et pourtant, peut-être que les milliers et millions de lecteurs qui ont lu ce livre aux États-Unis en savent davantage aujourd'hui sur l'histoire de l'esclavage dans leur pays. Comment vous expliquez cela, Colson Whitehead? Comment vous expliquez
qu'un roman, une fiction, puisse peut-être nous en apprendre davantage que tous les essais, tous les manuels d'histoire que nous pourrions lire. I'm not sure. You know, I think in the way the novel works, it doesn't stick to the strict historical truth, obviously. And my motto when I was writing the book was that I wouldn't stick to the facts, but I would stick to the truth, a larger American truth than what actually happened. And so, because the novel is resetting every 60 pages as Cora goes to these different alternative Americas, a black utopia, a white supremacist state, I have a large cast of characters and a lot of different ways of looking at America. And by moving, mixing and matching different historical events, I can create a different narrative that can hopefully make a new reckoning in the reader about how America came to be. And a realistic novel, a history book, can accommodate the liberties that I take, the fantastic leaps that make a different ordering of events. Je ne sais pas vraiment, mais je crois que la façon dont mon roman fonctionne, c'est qu'il ne s'attache pas à la stricte exactitude des faits historiques. Ma priorité quand j'écrivais, c'était d'être très fidèle à la vérité plutôt qu'aux faits. Et puis mon personnage, Cora, tous les peut-être 50 pages, ou enfin assez régulièrement, elle se déplace. Elle va d'un État à l'autre et ça me permet de montrer une mosaïque des États-Unis. Vous voyez, elle se retrouve dans un État qui est de suprématistes blancs, elle se retrouve dans une ferme qui est une utopie, et ainsi de suite. Donc cela, ce mouvement de Cora, son voyage, ça me permet d'avoir beaucoup de personnages différents qui chacun porte un regard sur les États-Unis et donne à voir un aspect des États-Unis. Et c'est comme ça qu'en combinant différents aspects, différents événements, je peux donner une image qui provoque chez le lecteur une prise de conscience de comment les États-Unis ont pu se construire tels qu'ils sont. Et cette espèce de saut dans le fantastique que me permet l'écriture, c'est une liberté qu'un historien ne peut pas prendre. Je ne suis pas une femme, je ne suis pas noire, je n'ai pas eu de père survivaliste. Quand je lis les articles sur les survivalistes, sur ce qu'est être noir ou ce qu'est être une femme dans le Michigan, je vous avoue que je ne suis pas renseigné. Mais quand je lis La Couronne Verte, Suspicious River, ou quand je lis L'Intuitionniste ou Underground Railroad, ou quand je lis My Absolute Darling, là je comprends tout. Et je deviens noir, j'ai un père survivaliste, et je sais ce que c'est qu'être dans la peau d'une jeune femme de 19 ans, par exemple, au fin fond du Michigan. Comment expliquez-vous ça? I think the project of storytelling is to make other people come alive for us. Like this is a common question in America right now and in literature right now. To what extent are other people legible to us? To what extent can we understand their lives, if at all? And I think the debate is worthwhile. But for me, the idea of literature depends, at least on some extent, that we can understand people different from ourselves and see something important in them, and literature becomes the communication of that. And I think stories, unlike essays, right? Essays just give you truth, but stories are trying to say something which cannot be reduced to an explanation. Stories are trying to say something more synthetic than you could ever put in an essay, more synthetic than you could ever say analytically. Stories are trying to express
a human truth that cannot be expressed otherwise. And usually that is the lived circumstance of other lives, what it feels like to be that person. And I think that insight, what it feels like to be someone else, is very illuminating and important in our lives. Le projet d'écriture d'une histoire consiste précisément à donner vie à des gens. Alors évidemment, la question se pose de savoir dans quelle mesure on est vraiment capable de comprendre l'autre. Mais moi, je crois que quoi qu'il arrive, le débat en vaut la peine. Et le présupposé même de la littérature, c'est que nous avons tous une capacité à comprendre l'autre. La fonction de l'histoire sera donc de dire de façon plus synthétique qu'un essai ou une analyse, d'exprimer au plus près une vérité humaine qui autrement serait intransmissible. Alors dire à la fin de la lecture je suis un père survivaliste ou je suis une jeune fille noire esclave, c'est dire qu'on a réussi notre pari. I think that I would try to approach that question a little bit more through poetry than through fiction, because I think I think it's sort of a given truth that we really don't ever share anybody else's consciousness. I have New Age friends who don't think that, who think that you do, but no matter how much if that person is your child or how in love you are, that really you don't know what's in that other person's mind. But I think that that's when we do share another human being's consciousness, is when we read. And I'm thinking particularly potently of poetry, and where oftentimes the impulse really is for the poet to, rather than inventing another character and that character's consciousness, but to share one's own. But it also, I'll let you translate and just say, but I was also thinking, when you were talking about the timing of your novel, and which I've taught in classes, and I'm not sure we didn't talk about it as being a post-Trump novel, which makes me think about what a kind of Rorschach test really sometimes a work of literature can be, and also how people are prescient in ways you can't. Probably you can't see into the future, right? You can't. Only 3 days. Okay, all right. Well, well, okay. So you have that, but you sensed something. You knew something. I mean, we're living there. We know what's going on. And you can guess possibilities. And then after you've, kind of assimilated and evoked a possibility of another reality, well, then it's read by someone else who projects onto it the time and place and feelings that are being lived at that moment. It's kind of magic. It's supernatural. I don't know. Alors moi, j'aurais tendance à parler de poésie précisément plutôt que de fiction en général. Je pense qu'effectivement, on ne peut jamais vraiment partager l'expérience de ce que c'est que d'être l'autre à l'intérieur. Alors évidemment, j'ai des amis qui sont un peu New Age qui me diraient que c'est pas vrai du tout et qu'on peut sentir la conscience de l'autre, mais enfin, ceci étant dit, même si on a des enfants ou des gens qu'on aime intensément, on ne sait jamais exactement ce que c'est que d'être dans la peau ou dans l'esprit de l'autre. Mais quand on écrit de la poésie, effectivement, on partage sa conscience de soi. Alors quand on écrit de la fiction, évidemment, on invente un personnage et on invente une conscience, mais je pense que c'est encore plus vrai de la poésie, parce que dans la poésie, vraiment, on pose sa conscience sur la page. Et tu parlais, Colson, de ton écriture, de l'époque, enfin du moment auquel tu as écrit,
qui était donc avant l'élection de Trump. Et j'ai enseigné ce roman, et quand je l'ai enseigné, il me semble bien qu'on a parlé d'un roman qui parlait, qui était tout à fait pertinent à l'époque, après l'élection de Trump. Donc ça montre à quel point la littérature, même contemporaine, peut avoir un impact, même si le sujet premier n'est pas contemporain. Donc, quelque part, tu as été prescient. Et donc, la question, c'était, tu ne vois pas dans l'avenir, si? Et lui a répondu, si, mais juste 3 jours en avance. Bref, mais donc tout ça pour dire que oui, on peut être prescient, on peut avoir une intuition, on vit dans un endroit donné, on devine des choses, on peut imaginer des possibilités d'une nouvelle réalité qui n'existe peut-être pas, qui sera lue par quelqu'un d'autre, qui lui-même projettera sur cette écriture l'émotion de sa propre époque. Sure. I mean, you read a book according to the times that you're living, and so sales of 1984 started soaring after Trump was elected, and a few months had gone by, and we saw him enacting these proto-fascist policies. I think in terms of the idea of prescience or seeing what's coming, America was incredibly racist 150 years ago, the time period that the Underground Railroad takes place in, and it's incredibly racist now. There are moments in the novel, say, dealing with the slave patrollers, who were a police force in the South before there was an official police force. And it was their job to regulate black people's movement. If they could stop you at any moment, demand to see your free papers, if you were freed or slaved. And if you didn't have your papers, you could be detained, beaten, shot if you ran away. And obviously, that attitude towards black people is shared by some white law enforcement today. In doing my research, the language that the former slaves would use to describe being stopped by police was the same language I've used when I've been stopped by police, handcuffed, interrogated for being black in the wrong place. And so when I was writing, I wasn't so much looking into the future, but being aware of how little things have changed. Oui, c'est sûr, on lit un livre selon l'époque où on vit. Un roman comme 1984 colle assez bien à aujourd'hui avec la politique proto-fasciste du président. Alors, quant à la question de sommes-nous écrivains prescients ou non, bon, le racisme aux États-Unis était très fort il y a 150 ans, tel que je l'ai décrit dans mon roman. Il se trouve qu'aujourd'hui aussi, il est très fort. Donc, vous voyez, pour vous donner un exemple, dans le roman, je parle des patrouilleurs d'esclaves, comme on les appelait, et dont la mission était de contrôler les Noirs qu'ils croisaient dans la rue pour voir s'ils étaient des Noirs libres ou des esclaves. Et si on n'avait pas ces papiers, on était exposé à être battu ou voire même à prendre une balle. Bon, aujourd'hui, contrôle de police pour des Noirs américains, c'est assez similaire. Et quand j'ai fait mes recherches pour le roman, pour voir comment s'exprimaient les esclaves, j'ai trouvé que les mots qu'ils employaient dans ces circonstances étaient très, très proches de ceux que moi-même je me suis entendu prononcer quand j'ai été contrôlée par des flics, tout simplement parce que je n'étais pas au bon endroit, ni au bon moment. Donc, je ne sais pas si c'est de la prescience, c'est peut-être d'être très conscient de ce qui a changé, ou plutôt de ô combien peu les choses ont changé. Une dernière question peut-être collective avant de conclure cette rencontre.
Dans le tout premier numéro d'America, nous avons publié une interview de Barack Obama où il parlait de la littérature. Il expliquait que pour lui, lire les romans était très important parce que ça lui permettait d'apprécier la complexité du pays, la composition de la population et les opinions des uns et des autres. Il nous parlait de Junot Díaz, il nous parlait de Lauren Groff, il nous parlait de Colson, en nous disant, voilà, tous ces différents écrivains me permettent de comprendre le pays dans lequel je vis. Alors, j'ai un peu lu les différents livres de journalistes qui nous révèlent des secrets sur Donald Trump. A priori, il n'y a pas comme secret le fait qu'il passe ses nuits à lire des romans. Mais vous, de votre côté, quel rôle justement peuvent jouer les écrivains dans cette présidence particulière? Est-ce que, par rapport à ce président passé qui nous disait que les écrivains étaient essentiels pour lui, quel rôle pouvez-vous jouer aujourd'hui dans cette présidence si particulière? I'm not sure. I mean, definitely Trump is not that big a reader, and I was saying on Friday that, you know, I was very lucky to have lunch with Obama in the White House, and I think the next time Trump invites a novelist into the White House, it'll be to shoot us on the lawn because he's executing the intellectuals. I think I'm not sure. I sort of feel that we have 4 years of Trump and that's it. I think he's alienated the sort of independents who pushed him over the top. And if I'm going to get any sleep at night, I have to hope that we only have 2 years and 2 more months of this madness. I think the people who are really going to affect change in this time are the journalists, not the fiction writers, but the people who are, daily uncovering the corruption, the lies, the all sorts of malevolence that the Trump administration is perpetrating every day. And they're in the Washington Post, they're in the Atlantic, they're in the New York Times, and I think all of us took things for granted, and I think journalists are sort of stepping up to be that sort of watchdog that we need. And I think the daily progress we make towards a post-Trump future is being carved out by journalists. Je ne sais pas bien, c'est un fait, Trump n'est pas un grand leader, un grand lecteur. On sait ça. Oui, un grand lecteur, Je me considère très chanceux d'avoir été invité à déjeuner par Obama à la Maison-Blanche, d'autant plus chanceux qu'à mon avis, dans un avenir proche, si je me trouve à la Maison-Blanche, ce sera parce que Trump aura fait venir tous les écrivains pour nous aligner sur la pelouse et nous descendre tous. Je pense que ce sera notre prochaine occasion d'être à la Maison-Blanche. Je pense qu'on n'en a que pour 4 ans de Trump. Si je veux dormir la nuit, il faut que je continue à penser que j'en ai plus pour que 2 ans, 2 mois de ce cauchemar. Et je pense que la raison pour laquelle il ne serait pas réélu, c'est qu'il a vraiment s'est aliéné une partie de son propre électorat. Les gens qui peuvent jouer un rôle, ce n'est pas tant les écrivains que les journalistes. Je pense aux journalistes du New York Times, du Washington Post, des gens comme ça, qui au quotidien dénoncent la corruption, les mensonges et toute la malveillance, tous les dégâts causés par cette administration Trump. Ce sont eux, les journalistes, aujourd'hui, qui jouent vraiment ce rôle de donneurs d'alerte, et c'est eux qui construisent pas à pas notre marche vers une ère sans Trump. I don't want to go last. No, you're going to go last. Can I go now so I don't have to give the last word? So I was just going to say that all I can imagine that I have to contribute is I'm going to continue to write, I hope, and just, try to synthesize and see things. And I'm jet lagged, so I'll try not to get real emotional and start crying or anything, but I just find it a very sad time. And I think I think that there are sad times ahead, no matter what, and that there are a lot of
problems, and I guess all I plan to do is the only thing I can imagine doing is just try to stay here and write about it and empathize and evoke my own impressions on pages. But so that's why I didn't want to go last, because that's not the drum roll or anything here. So la seule contribution que je peux imaginer apporter à cette époque, c'est de continuer à écrire, de continuer à synthétiser mon époque, continuer à voir des choses. Alors, bon, j'ai encore le décalage horaire, donc j'espère que je ne vais pas me mettre à pleurer, mais nous vivons vraiment une triste époque. Je pense qu'on fait face à beaucoup de problèmes et je pense qu'il y aura des problèmes à venir. On n'en a pas terminé. Donc moi, tout ce qui me vient à l'esprit là, de ce que je pourrais bien faire pour contribuer, c'est de rester là-bas, de continuer à écrire, d'avoir de l'empathie, de continuer à coucher mes impressions sur le papier. Et c'est pour cette raison que je ne voulais pas être la dernière à avoir la parole, parce que ce n'est pas vraiment une conclusion, ce que je raconte. I think Coulson was right about the importance of journalists. And the terrifying thing to me right now is that many people are not reading journalism. They're not necessarily reading books either, but we are losing our sense of American discourse. We're losing our ability to talk to one another across political factions. We are sourcing our facts from you know, as it suits our convenience. We are no longer pursuing truth. We are pursuing political and emotional comfort. And this disturbs me, you know. It has long been shown that science doesn't change people's mind about global warming, because those truths are so uncomfortable and suggest something so terrible about our future. And I guess my hope is that some different story, some narrative, has a capacity that isn't found in journalism and isn't found in science because of the humanity of that story. And you help one person be more kind, one person be more attentive, one person question and attack the institutional powers that surround them, one person think differently about their government, about the things they believe to be true. That becomes the aim, and it's a pitifully small aim, and yet the only aim that I know how to pursue when there seem so few avenues to change hearts and minds. Je crois que Coulson a raison sur l'engagement des journalistes. Je trouve d'ailleurs absolument terrifiant que les gens ne lisent plus leurs travaux, les journaux. Alors ils ne lisent peut-être pas beaucoup de livres non plus, mais ce que je constate, c'est qu'on a perdu la capacité à échanger de façon privilégiée. On déforme les faits, on perd de vue la vérité au profit d'un confort politique qu'on veut absolument préserver. C'est vrai aussi de la science, par exemple. Les vérités sur le réchauffement climatique ne sont pas crues parce qu'elles sont trop dérangeantes. Alors la littérature, ce n'est ni la science, ni le journalisme. C'est simplement une histoire qui raconte le destin d'une personne. Il s'agit de parler, d'attaquer les institutions, de proposer une pensée différente. Alors bien sûr, ce but, il a l'air pathétiquement petit, mais c'est le seul que je vois et c'est le seul que je poursuis. I think as storytellers, sometimes we hope to make people angry enough to resist, passionate enough to resist. Je crois qu'avec les histoires, on espère toujours créer une colère suffisamment puissante chez tout le monde pour induire une résistance.
quelle plus belle déclaration pour dire ce qu'est le magazine America. Parce que c'est exactement ça qu'on a voulu faire, et c'est pour ça que nous donnons la parole à Laura Kasiski, à Colson Whitehead, à Gabriel, et à tant d'autres écrivains. Voilà, on va mettre un terme à cette rencontre, mais tout a été dit. L'aspect prescient ou pas des écrivains, et puis cette colère qui peut aussi permettre de résister, mais de résister loin des clichés et sans vouloir tomber systématiquement dans des positions anti. Voilà, merci beaucoup. Un dernier mot pour vous dire que America ne durera, pour faire plaisir à Colson, que 2 ans et demi. C'est-à-dire que dans 2 ans et demi, nous allons être le seul journal au monde à se saborder. But thank you for such a wonderful journal and such a generous and artistically appreciative gesture to be working on this journal. Et Thank you for helping us doing the job. And one more thing. America va donc durer 2 ans et demi encore, 16 numéros, tous les 3 mois. Et la bonne nouvelle, c'est que l'année prochaine, on peut déjà l'annoncer, à partir de l'année prochaine, America débarque aux États-Unis. Eh oui. Et vraisemblablement en juillet prochain, il y aura une version américaine de America. C'est très très avancé, même plus qu'avancé, avec un éditeur que vous connaissez bien. Et donc on y retrouvera les textes inédits que vous avez publiés. Voilà. Merci infiniment. Bonne fin de festival, bonne suite de festival, et on sera avec Julien tout à l'heure sur le stand America, pendant que nos amis seront à leur dédicace. Et je dédicace, oui, sur le stand America. Absolument.